This computer, okay. Good morning, good evening, bonsoir, bonjour. It is a great pleasure for me today to be with Carlo Celius and Cécile Axelian. This first conversation, which we are pre-recording, has its goal, or rather I should say an impetus, the idea of how to think about Haitian art, and notably Haitian art history and Haitian art historians. As we discuss, we will introduce Carlo and Cécile to you, so I won't do an official biography. You can find their biography on the website on which you've downloaded this video. Here we have featured some of their books, but again, you can find their books online and their biographies as well. So I begin right away with the question, how should we think about this question of history of art or art history, or even the very word art in Haitian Creole? We will conduct this interview in multiple languages, et donc je vous invite à discuter de la notion de l'art ou de l'histoire de l'art dans le contexte haïtien. Alors, Carlo, c'est lui qui est le spécialiste de l'histoire de l'art. Alors, je vous laisse commencer. Bon, non, tout à l'heure, avant de commencer la conversation, on parlait comment traduire l'histoire de l'art, déjà en créole. Et Carlo et moi, on disait, bon, est-ce que c'est histoire-art? Est-ce que c'est... comment on avait déjà du mal, et je crois, à la base de cette problématique de traduction. Peut-être qu'on peut commencer par oui, c'est ça. D'ailleurs, je me souviens, tout à fait. Je me souviens, il y a, je ne sais plus quel chercheur américain, je crois, qui a fait une thèse, j'ai oublié son nom, et qui a commencé par dire que le mot art n'existe pas dans le créole haïtien. Bon, effectivement, traduire histoire de... Enfin, moi, je préfère ne pas traduire le mot art parce que ça pose beaucoup de problèmes. Je sais qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur le créole qui proposent le mot atisaï. Hein? Bon, moi, je ne trouve pas le mot suffisamment... Pour moi, ce n'est pas heureux. Je ne l'utilise pas. Hein? C'est pour ça je préfère parler des pratiques. Par exemple, si c'est de la peinture, je dis artiste peintre parce que dans le langage courant, c'est utilisé. Artiste peintre, en créole, artiste peintre. Ou bien, son sculpteur dit, bon, monsieur son sculpteur. Bon, ça veut dire en créole tout. Et puis, je préfère utiliser l'expression, on va dire, sous sa forme adjectivale. C'est-à-dire, je mets un adjectif. Hein. Par exemple, comme je dis artiste peintre, je peux dire telle chose artistique en créole, c'est-à-dire tel bagage artistique. Donc, j'essaye pour l'instant de contourner le problème ainsi. Et ce que je fais aussi, je fais des entretiens en créole avec les artistes. Je suis très sensible aux notions qu'ils emploient, la manière dont ils s'expriment, dont ils qualifient les choses, etc., etc. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à trouver un terme qui serait l'équivalent du mot art en français, quoi. Hein? Donc, moi, enfin, c'est les solutions que j'ai adoptées. Hein? Par exemple, si c'est pour histoire peinture, il me dit histoire peinture en Haïti, peinture. Bon, enfin, on est. Bon, pour littérature, c'est plus facile, moi. Enfin, donc, oui. Donc, bon, moi, Baron, tu vas penser. Enfin, qu'est-ce que tu penses? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ça, moi, j'utilise le thème. C'est comme toi, Carlo, je pense, artiste peintre,
qui type de artiste, qui a les faits. Je crois que c'est pareil, je contourne un peu autour du mot, mais ce qui est clair, c'est que il y a des artistes. Haïti est un pays rempli d'art, de toutes les couleurs, de tout type d'art. Et, et je sais que je parlais à Alessandra il n'y a pas trop longtemps de cette problématique parmi les intellectuels, parmi quelques intellectuels américains, pour ne pas généraliser, où ils pensent, il n'y a pas de spécialistes qui étudient l'histoire de l'art haïtien. Il y a eu toute une discussion assez... c'était chaud, comme on dit, sur cela lors d'une conférence avec le College Language Association à Los Angeles qui remonte à quelques années, où j'ai dit, mais on pense à Carlo Celius, on pense à Michel-Philippe L'Herbourg. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de chercheurs haïtiens qui étudient l'art? Et je crois ça, on peut retourner sur la problématique de la langue parce que toi et Michel-Philippe L'Herbourg aussi, vous écrivez en français. C'est ça. Alors, il y a ce problème ou cette problématique plutôt de traduction. Et j'aimerais voir comment on peut vraiment trouver des moyens de montrer dans le système américain, parmi les chercheurs américains, qu'il y a des chercheurs qui étudient l'art, des chercheurs haïtiens. C'est juste une question de, ils n'ont pas fait assez de recherches, c'est-à-dire les chercheurs américains, pour ancrer, pour trouver trois Carlo. Et il y a aussi des chercheurs au Canada et des chercheurs en Haïti. Alors, c'est un des objectifs, quand Alexandra et moi on a parlé, c'est un des objectifs de cette rencontre aussi, qu'on espère, c'est juste un début pour un projet, pour des projets, si je peux dire, plus à long terme, pour démystifier l'idée que ce sont les Américains ou les Français qui étudient l'art haïtien. C'est comme si... Ouais, là, il y a plusieurs problèmes. Enfin, le premier problème, c'est que effectivement, il y a une question de traduction, mais en même temps, je ne comprends pas qu'une personne travaille, par exemple, sur un pays et ne s'intéresse pas d'abord à ce qui se dit dans le pays sur le sujet. Et il m'est arrivé d'avoir à évaluer, par exemple, des demandes de bourse ici ou là, et de gens qui travaillent sur l'art haïtien. Je me souviens très bien d'un dossier que j'ai eu venant d'un pays anglophone où la personne demande une bourse pour faire une thèse, pour avancer dans sa thèse, et sa thèse porte sur l'art haïtien. Bon, on m'a envoyé le dossier pour l'évaluer. Or, je vois que la personne, premièrement, prétend renouveler le discours sur l'art haïtien, tout en ignorant toute l'histoire du discours haïtien sur l'art haïtien. Ça pose un véritable problème. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre, enfin, je ne sais pas moi, de vouloir écrire sur un pays et puis occulter toute la tradition discursive de ce pays. Bon, ça, c'est un problème. Mais même si ça va plus loin, même si c'est, par exemple, Philippe ou moi, on écrit en français, mais tous les deux, on a des textes quand même qui ont été traduits en anglais. Et les gens ne font même pas, disons, l'effort pour aller lire ces textes. Et je vais remonter dans le temps. Si je prends Philippe Tobie-Marcelin, Philippe Tobie-Marcelin, qui a écrit son ouvrage
Panorama de l'art haïtien. Oui. Mais il y a une version américaine qui est sortie une année. Enfin, le livre est sorti en 56, la version américaine est sortie en 59. Mais personne ne cite, les gens qui travaillent dans le monde anglophone ne citent pas cette version américaine. Donc, est-ce que c'est juste une question de traduction, hein? Et ça c'est un deuxième point. Un troisième point, c'est que c'est aussi ce que l'on appelle l'art. Et c'est pour ça, moi, je ne suis pas si, comment dire, offusqué que la notion ne soit pas courante dans le langage, enfin en créole, dans la mesure où l'histoire de l'art, c'est une forme spécialisée d'un type de discours particulier. C'est un type de discours qui porte sur un type de création, hein? Et lorsqu'on parle de l'histoire de l'art, de quoi parle-t-on? Moi, c'est pour ça, comme je travaille sur la création plastique, hein, je conçois la création plastique pour essayer comment dire, de résoudre ce problème d'histoire de l'art. Je travaille sur la création plastique que je considère comme un mode de production d'images, comme d'autres modes de production d'images, hein? Donc, de ce point de vue, ce que je voudrais faire, c'est d'analyser la création plastique en tant que production d'images dans le cadre global d'une culture visuelle, hein? Donc, de telle sorte que la question de l'histoire de l'art qui est rattachée à l'histoire des beaux-arts, hein, qui est, comment dire, le discours qui sous-tend ce que j'appelle l'hégémonie des beaux-arts, tout cela est à remettre en question. C'est pour ça je préférerais que l'on conçoive la chose de manière, comment dire, qu'on déconstruise, disons, cette représentation que l'on a de l'art, en l'inscrivant dans la problématique du visuel de manière générale. Dès lors, la question de l'histoire de l'art qui n'existe ou qui n'existe pas dans une société qui n'a pas la tradition des beaux-arts, etc., cela ne pose plus, même si nous, on a une tradition des beaux-arts qui remonte à la période coloniale. Ouais. Bien évidemment, c'est en inscrivant les beaux-arts dans cette perspective de culture visuelle qu'on peut relativiser les choses pour essayer de voir quel rapport il y a entre les beaux-arts et les autres formes de création plastique, etc., etc., et pour étudier ça dans dans la circulation des images d'une manière générale dans la société. Et ça ouvre beaucoup de perspectives d'analyse. Donc voilà les trois choses que je pourrais, disons, dire sur cette question d'art, de beaux-arts, enfin d'histoire de l'art, etc., etc. Et bon, si je dois ajouter quelque chose, on peut dire que et là encore, il y a un piège, oui, il faut que je souligne ce piège, c'est que il y a différentes formes de création dans une société donnée, de même, il y a différents types de discours sur ces créations, hein? Or, le discours qui s'appelle histoire de l'art, c'est un discours historien, c'est-à-dire un type de discours parmi d'autres discours possibles. Par exemple, le discours critique, qu'est-ce qu'on en fait, hein? Etc., etc. Donc, ça pose, comment dire, il faut faire toutes ces nuances-là pour essayer tout à fait. d'avancer dans la discussion. Et même si je peux me permettre, on peut parler d'un discours culturel. Parce que moi, je ne suis pas du tout historien de l'art. Je suis avant tout un spécialiste de culture et de littérature haïtienne. Je viens, mon intérêt dans l'art haïtien vient de cette perspective-là. Parce que pour moi, l'art est aussi une autre manière de parler, de comprendre Haïti. Et dans mes cours, quand j'enseigne à propos de la littérature haïtienne, si je parle du théâtre, on peut parler des contes, l'art entre l'art dans toute sa diversité, qu'on parle des drapeaux dans le contexte, par exemple, des péristyles, des drapeaux qu'on trouve dans les péristyles,
qu'on parle des Vévés, qu'on parle de tous ces gens. Alors, je suis contente d'entendre cela de ta part et aussi pour retourner à ce que tu as dit plus tôt, c'est aussi cette notion on a besoin de décoloniser la pensée des chercheurs qui souvent voient, on va seulement citer les chercheurs américains ou européens. Tout à fait. Souvent, on a cette conversation avec des collègues où ils vont à des conférences et quelqu'un, que ce soit des chercheurs qui travaillent en espagnol, dans la langue espagnole ou dans la langue française ou créole ou qu'importe, ils ont inventé des théories, mais après, on va à des conférences dans les milieux européens ou américains. C'est dans ces conférences-là que soudainement, ces théories deviennent acceptables et acceptées, et ça montre la colonisation de l'idée, si on veut, la colonisation des pensées. Il y a ça aussi, on vit dans un moment historique où on est en train de parler des discours, comment décoloniser les musées, comment repenser qui a accès à l'art, pour qui, et même la façon dont on organise les musées. Tu es à Paris, on en a parlé il n'y a pas trop longtemps, avant Covid, le musée du Quai Branly, tous ces musées sont problématiques. Et je sais, Alessandra qui mène cette conversation, elle travaille dans des musées qui cherchent à avoir une conversation sur le rôle des musées comme, ou du moins le rôle que les musées aimeraient ou quelques musées essaient d'avoir pour décoloniser la pensée artistique quand il s'agit, par exemple, des pays comme Haïti. Parce que c'est ça aussi. Oui, tout à fait. C'est en fait cette question de la décolonisation de la pensée, comment dire, va très bien avec ce que j'appelle l'hégémonie des beaux-arts, dans la mesure où cette hégémonie des beaux-arts prétend, disons, régimenter, premièrement, classer ce qui est art, ce qui n'est pas art, et alors que c'est une forme de création. Les beaux-arts, c'est une forme d'organisation de la création plastique qui s'est constituée et institutionnalisée en Europe à partir d'un moment donné. Et c'est à partir des canons, des catégories de cette forme de création qu'on va projeter sur les autres sociétés une forme de hiérarchisation. C'est-à-dire que les formes de création que les Européens ont rencontrées dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, au lieu d'essayer de comprendre ces formes de création et d'essayer d'analyser leur propre logique, leurs propres usages, leurs propres projets, disons, leurs propres caractéristiques, ils ont décidé que comme cela ne ressemble pas aux beaux-arts, ce n'est pas de l'art. Donc, ça a participé à une forme, comment dire, les beaux-arts ont constitué un instrument fondamental dans la dimension, on va dire, symbolique de la colonisation. Et c'est pour ça, justement, lorsque on part de l'idée de cette hégémonie des beaux-arts et pour essayer de contourner, ou du moins pour remettre en question cette hégémonie, on élargit la focale à la question de la culture visuelle. Ça permet, par exemple, d'étudier dans une société comme Haïti, d'étudier autrement l'histoire des beaux-arts. Parce que lorsque les beaux-arts arrivent à Saint-Domingue, on l'impose comme valeur, on va dire, première. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres formes de création qui émergent, qui sont héritées d'autres cultures, etc., sont combattues, sont détruites, sont dévalorisées, sont minorisées. Et on a eu ça dans toute l'histoire, on va dire, d'Haïti, au point où les formes de création spécifiques au vaudou n'avaient pas voix au chapitre jusqu'à récemment, si on veut. Parce que l'hégémonie des beaux-arts a fait qu'on a marginalisé cela. Eh bien, c'est la même chose aussi pour, je dirais, le discours sur l'art, parce que on va
s'accrocher au discours des beaux-arts. Donc, du coup, on a du mal à entrer dans les autres formes de création. Deuxièmement. Troisièmement, on voit la marginalisation à un autre niveau parce que on considère que dans ces sociétés, les gens qui peuvent réfléchir sur ces objets-là ne sont pas suffisamment outillés pour en parler, etc. D'où la marginalisation, même si c'est des gens qui ont fait leur thèse dans les pays occidentaux. Hein. Donc, d'où la marginalisation encore, et souvent au nom des beaux-arts. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des personnages qui ont écrit, par exemple, un petit texte sur la création plastique en Haïti. Et bien bon, dans tous les livres, on parle d'eux comme les découvreurs de l'art haïtien. Moi, je pense à André Breton, je pense à André Malraux, etc., etc. Alors que Philippe Lorbeau a fait une thèse de 2 tomes qui a fait un vrai travail d'historien, etc., etc. On connaît très peu ce travail-là, et pourtant une thèse qui a été soutenue à la Sorbonne en France. Hein? Donc, c'est-à-dire que ce soit au niveau du regard porté sur les pratiques, la diversité des pratiques, sur le discours tenu, disons, dans les sociétés non occidentaux, etc. Tout ça participe de cette logique d'hégémonie que moi, je lis à l'hégémonie des beaux-arts, etc., et qu'il faudra déconstruire dans la dynamique de ce que tu appelles la décolonisation, quoi. Hein? Donc, oui, on est tout à fait d'accord là-dessus, quoi. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'elle est partie, Alessandra? Elle a enlevé son... Ah bon, ok, elle va arriver. Je vois son micro. Alessandra, tu es où? Vous entendez? Oui, maintenant. D'accord. Donc... on voit pas l'image. Oui, on ne voit pas ton visage. Voilà. Alors? Oui. Encore une question. Moi, cela m'intéresserait de connaître un peu comment vous êtes tous les deux. Vous en avez un peu parlé, mais ça m'intéresserait de savoir un peu plus votre trajet personnel par rapport à votre arrivée à cette idée de l'art dans votre travail qui, en regardant votre trajectoire professionnelle, n'était pas nécessairement au début, du moins la partie histoire de l'art, et maintenant elle est assez centrée dans votre travail. La question est adressée à qui? À tous les deux. Et on commence avec Carlo. Et voilà, merci. C'est Carlo le spécialiste. Il faut commencer par bon, c'est en fait... Bon, il faut dire que j'ai commencé personnellement à peindre très tôt. Hein, j'avais 14 ans à peu près. Et pendant toute ma scolarisation jusqu'au bac, je peignais, j'ai participé à des concours, etc. Et c'est parce que j'ai eu un relatif succès, parce que bon, j'ai eu 2 ou 3 prix, etc. Et ça m'a un petit peu poussé de manière plus fortement vers le domaine artistique. Du coup, après mon bac, j'ai décidé de me consacrer à ce domaine, de préférence en tant que créateur. Mais bien évidemment, c'était très difficile de faire entendre ça chez moi, c'est-à-dire on a considéré que j'étais un bon élève, machin, etc. Et que bon, je ne pouvais pas me consacrer uniquement à ça parce qu'il y avait un risque comment dire, de ne pas... que ça n'aboutisse pas à grand-chose en termes de projet professionnel. Bon. Du coup, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh là là. Bon, alors là, je suis complètement... oui, donc, alors, vous savez, c'est une des œuvres qu'elle a pris du site des Ateliers Jérôme. Et oui, donc, alors,
j'ai intégré l'École nationale des arts qui venait d'être créée. Je suis de la deuxième promotion. Et pour essayer enfin de calmer un peu, disons, l'appréhension des parents, etc., je me suis inscrit parallèlement à l'Institut des hautes études, l'INAGI, l'Institut national des hautes études en sciences et de gestion, etc., relations internationales. Donc, j'ai fait les Sciences Po parallèlement à l'École nationale des arts. C'était possible dans la mesure où l'INAGE, les cours se faisaient le soir, même si je passais toute la journée à l'École nationale des arts, donc je pouvais aller. Donc, j'ai fait les deux études parallèlement. Et c'était intéressant pour moi parce que ça m'a permis de compléter, compte tenu comment dire, des faiblesses de la formation en Haïti, la formation universitaire. Ça m'a permis de combler un peu, c'est-à-dire ce que je ne trouvais pas ici, je trouvais ça ailleurs, même si ce n'était pas les mêmes domaines. C'est-à-dire que, bon, en termes de culture générale, en termes de questions de méthode, en termes de questions de réflexion théorique, méthodologique, etc., ça m'a permis d'avoir des ouvertures, des ouvertures. Et ça aussi m'a permis d'avoir un regard assez enrichi sur la culture, sur la création, etc., etc. Bon, alors, j'étais donc en art plastique, mais pour terminer, pour achever mon cycle d'études, il y avait deux possibilités. Ou bien on fait un projet en tant que créateur, ou bien on fait un mémoire. Bon, moi, j'ai choisi de faire un mémoire. J'ai fait un mémoire, une monographie sur un artiste haïtien, sur Célestin Faustin. Et ça va être déterminant dans la mesure où je vais me retrouver à faire des enquêtes jusqu'à la fin à Jacmel, etc., etc. Et je crois que cette monographie va comment dire, m'orienter, mais définitivement vers l'histoire de l'art. Et parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que il était important qu'on fasse des recherches de manière systématique sur un artiste, étudier son parcours, avoir un corpus suffisamment large de son œuvre pour l'analyser, dans la mesure où jusque-là, les discours c'est des discours généraux, c'est des ouvrages qui parlent de tout le monde, etc., etc. Il y avait très peu de monographies. En tout cas, les études monographiques qu'il y avait à l'époque étaient très, très minces, etc. C'était pas très développé, c'était pas des études vraiment sur des œuvres qui portent sur l'ensemble de la carrière d'un artiste, etc. J'ai découvert tout ça. Donc, en analysant l'œuvre de Célestin Faustin, je me suis rendu compte qu'il y avait là la possibilité de remettre en question tout un ensemble de discours généraux, parce que l'objet cet objet que j'avais analysé ne permettait pas de confirmer un certain nombre de thèses qui étaient en vogue, etc. Que ce soit sur la question de l'art naïf, que ce soit sur le rapport au vaudou, que ce soit sur tout un ensemble d'éléments m'ont apparu vraiment comme enfin, poser problème dans le discours qui était le discours, on va dire, enfin, admis, ce que j'appelle le discours institué, quoi. Et, et puis, il y a, on va dire, un autre concours de circonstances et qui est lié cette fois-ci à mon activité de créateur parce que j'ai participé à un concours de peintres, les jeunes peintres, la série des jeunes peintres à l'Institut français d'Haïti et je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de me donner le premier prix. Donc, il est modeste. Il est trop et modeste. puis, à l'époque, les gens qui étaient là à l'Institut français avaient dit que, bon, la personne qui a le premier prix bénéficiera d'une bourse d'études en France dans une école d'art, etc. Bon, il y avait quelques petits problèmes d'ajustement pour, pour mon voyage, ce qui fait que je suis arrivé en plein milieu, disons, d'année académique, les inscriptions étaient déjà faites, etc., etc. Donc, on m'a donné un atelier à l'époque dans un musée où, enfin, c'était des espaces qui n'étaient pas utilisés.
Donc, j'ai travaillé là. D'ailleurs, je vais retrouver plusieurs artistes. Par exemple, il y a Duval Carrier qui travaillait aussi dans cet atelier. Il y avait un artiste africain aussi qui y travaillait parce que ils étaient venus pour une grande exposition autour de la Révolution française, etc., etc. Bon, alors, une fois là-bas, maintenant, je vais, hein, au lieu de m'orienter vers une école d'art, je vais m'orienter vers l'école du Louvre, qui forme en histoire de l'art, en muséologie, etc. Donc, n'ayant pas fait à l'École nationale des arts, parce qu'il y avait une section d'histoire de l'art, hein, il y avait histoire de l'art, plastique, théâtre, musique, danse, etc., etc. Moi, j'étais en histoire de l'art. Mais j'avais aussi l'avantage d'avoir des cours d'histoire de l'art, parce que tout le monde avait des cours d'histoire de l'art. Et particulièrement, bon, l'histoire générale de l'art, mais aussi l'histoire de l'art haïtien. Mais donc, comme je n'avais pas un diplôme d'histoire de l'art, j'ai dû recommencer tout le cursus d'histoire de l'art, donc en optant pour l'école du Louvre. Donc, j'ai fait les 3 cycles de l'école du Louvre. Et puis, mais ce qui fait que l'école du Louvre étant une école très, très exigeante, etc., au fur et à mesure que j'avançais, j'avais quelques difficultés à tenir à la fois mon atelier et les études. Et en plus, j'ai eu la mauvaise idée à un moment de et a été, je dois dire aussi, un petit peu insatisfait de la formation à l'école du Louvre, qui a eu une formation plutôt très, très, très classique, très bonne, mais très, très classique, etc. Et j'estimais que j'avais besoin de beaucoup de réflexion théorique, d'une approche interdisciplinaire, etc., etc. Je me suis orienté vers l'école des hautes études en sciences sociales, où là, c'était l'ouverture vraiment extraordinaire parce que, bon, c'est une école donc, de sciences sociales, ensuite qui valorise, disons, l'interdisciplinarité. Et là, je vais me balader dans toutes les disciplines possibles. Et j'ai approfondi mes connaissances en anthropologie, en théorie esthétique et toutes sortes de choses. Et puis, et c'est là, finalement, même si j'ai fait les 3 cycles de l'école du Louvre, etc., j'ai fait les travaux académiques qui correspondent à cela, je vais faire ma thèse à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, voilà un peu le parcours qui m'a amené à cela. Et pendant mon cursus à l'école, les 2 cursus, disons, ont concouru à construire ma réflexion parce que je me souviens en 2e cycle à l'école du Louvre, en année de muséologie, j'avais fait un travail sur la réception critique de l'exposition Magicien de la Terre à Paris, une grande exposition qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, etc., etc., qui a remis en question tout un ensemble de choses, la question de la mondialisation, la question du primitivisme, etc., etc. Et j'avais choisi justement ce sujet parce que je voulais évaluer l'état du débat sur la question du primitivisme, du rapport entre primitivisme et modernité, parce que pour moi, c'était la question qui est au cœur de la question haïtienne, avec la question de l'art naïf. Et ensuite, bon, je vais faire pour le 3e cycle d'autres recherches sur le patrimoine en Haïti. Mais à l'école des hautes études en sciences sociales, pour ce qu'on appelait à l'époque le DEA, c'est le diplôme d'études approfondies, l'année avant la thèse, maintenant c'est Master 2, j'avais fait un travail sur les dessins rituels du vaudou haïtien dans une perspective d'anthropologie historique. Là encore, pourquoi? Parce que
Et c'est toujours dans l'idée d'explorer la diversité des formes de création plastique qui existaient dans cette société. Hein? Et c'est là que je vais tester tout un ensemble de choses. Je vais explorer les théories de la créolisation. Je vais travailler, disons, dans une perspective de longue durée, en remontant. Par exemple, il y avait plusieurs écrits sur les dessins rituels avant. Il y a même une thèse, celle de McCarthy Brown, etc., etc. Mais moi, je suis allé dans une perspective vraiment d'anthropologie historique plutôt que d'une approche purement synchronique. Et là, je suis remonté à la période coloniale pour essayer de comprendre comment ces dessins-là ont pris naissance. Là, j'ai par exemple réfuté les deux thèses qui étaient en vogue. Bon, soit un transfert pur et simple d'Afrique, soit un héritage précolonial. Donc, j'ai essayé de montrer comment cette affaire-là est née sur place, etc. Et là, je commence à comprendre la circulation des images dans une société, comme une société coloniale, et puis comment du nouveau peut émerger dans une société coloniale où des images sont, divers types d'images sont en circulation, ou aussi, et cette question est fondamentale, dans ce qui va devenir comment dire, ma réflexion sur les émotions des beaux-arts, où je me suis rendu compte que, en fait, l'invention de ce corpus est liée aussi à la présence dans la colonie de Saint-Domingue des signes et des symboles graphiques venus d'Afrique, hein? Ne serait-ce que sur le corps des gens à travers les scarifications. Et en plus, je me suis rendu compte aussi en regardant des travaux sur l'Afrique, etc., que c'est des sociétés où, bon, bien sûr, on parle beaucoup de sculpture, etc., mais les signes et symboles graphiques sont fondamentaux dans les systèmes de communication, dans les systèmes de pensée et dans les rituels, etc., etc. Et je parlais de la scarification. Il y a les décors sur les tissus. Il y a l'apprentissage, disons, à travers un certain nombre de signes et de symboles. Enfin, donc, je me suis rendu compte que là, il y a quelque chose. C'est comme si, justement, dans le contexte de la contrainte coloniale, ah ben, tu vas avoir une sorte de confluence culturelle entre les différents peuples d'Afrique où ils vont reconnaître l'importance des signes et des symboles graphiques comme dispositifs de communication disons, les esprits, etc. Et tout ça, à mon sens, va donner le corpus que nous connaissons, le corpus des dessins rituels. Et ça, je suis renforcé dans mon hypothèse parce que, en comparant les travaux qui ont été faits sur les dessins qui existent à Cuba et ailleurs, on voit très bien que le corpus haïtien, c'est un corpus complètement original. C'est un truc qui a été créé de toutes pièces et sur place, etc., etc., et qui est lié aussi à la manière dont le vaudou s'est constitué dans la période coloniale, etc., etc., etc. Donc, ce travail de DEA a été décisif. Et pour moi, pour essayer d'explorer les choses de manière, disons, plus étendue. Et puis, après le DEA, bien évidemment, ça sera la thèse consacrée au discours institué et la formulation de nouvelles hypothèses sur l'avènement de l'art naïf en Haïti et ce qui va ouvrir de nouvelles perspectives que j'explore maintenant. Bon, enfin, j'ai beaucoup trop parlé. Non, c'est intéressant, mais maintenant, je vais chercher une œuvre de Carlo Celius, une œuvre originale.
Ouais. Non, mais c'est dans une vie antérieure. Maintenant, je ne peins plus. C'est dommage, mais non, une fois peintre, tu es toujours peintre. Peut-être que tu... Oui, j'avais du mal. Et maintenant, une fois que j'étais dans la recherche, j'étais complètement absorbé par la recherche. C'était très difficile de continuer, comment dire, une activité artistique en tant que professionnel. C'est très difficile. Oui, Donc, je me suis dit, si un jour si un jour je suis à la retraite, peut-être. C'est pas si c'est quand. Non, je comprends parce que dans une vie antérieure, j'écrivais aussi de ben la voilà. poésie. C'est comme si c'est les deux parties du cerveau et Oh, oui, qui tout à sont fait. constamment, il y a une sorte de tension. Mais en même temps, moi, on m'a toujours posé cette question, etc. Mais je leur ai dit, écoutez, pour moi, j'ai pas eu de regrets ou comment dire, je me suis pas senti, comment dire, comme si j'avais laissé un domaine pour un autre parce que je reste dans le domaine de la création Bien sûr, artistique. tout à fait. Et la recherche en tant que telle, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la recherche. La recherche en tant que telle, comment dire, c'est comme un substitut à l'activité de création. Pourquoi? Parce que dans la recherche, bon, on prend des choses, on analyse, on creuse, hein, et on compose, on organise, on réorganise, etc., etc. Et quelque part, c'est aussi gratifiant que l'activité de création, d'autant plus que et ça a été vraiment déterminant, d'autant plus qu'en ce qui concerne cette discipline en Haïti, il manque de bras. Donc, non seulement il manque de bras, et je me suis rendu compte que j'ai pu avoir quelques hypothèses qui me paraissaient intéressantes au vu de l'état des connaissances. Donc, tout cela m'a poussé à aller plus loin là-dedans. Et j'ai eu la chance aussi de me retrouver, disons, ayant un poste de chercheur, c'est-à-dire me consacrer uniquement à cela. Donc, voilà. Alors, bon, moi, mon parcours est beaucoup moins intéressant. Je ne peins pas, je ne sais même pas si je peux tracer une ligne droite, mais cependant, tu as écrit. J'étais toujours fascinée par l'art. Bon, j'ai quitté Haïti, j'étais très jeune, j'avais environ 11 ans, j'ai fait mes études secondaires aux États-Unis. J'ai fait ma licence et tout. Et j'étais intéressée par la littérature et la culture haïtienne. Je dois dire, mon frère qui est plus âgé que moi d'environ 5 ans, il m'a beaucoup influencée. Il était vraiment très ancré dans son haïtianité, si on veut, en grandissant dans le New Jersey. On parle dans les fin des années 80, début des années 90, et ça m'a beaucoup influencé. Là, j'ai fait ma maîtrise en Louisiane. J'étais dans un programme dans la ville de Lafayette, au sud-ouest de la Louisiane, et c'était vraiment un programme en francophonie. Alors, j'ai eu l'occasion et la chance de vraiment découvrir les différentes cultures francophones, qu'on parle des régions comme le Maghreb, bien sûr, Haïti, Martinique, Guadeloupe, les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, la Suisse, la Belgique. C'était vraiment un programme enrichissant. J'ai quitté ce programme, après la maîtrise, je me suis retrouvée à la Nouvelle-Orléans. Et moi, ce qui m'a intéressée à Tulane, c'était, on m'a invitée en tant qu'étudiant de doctorat à enseigner le créole. Et cela, c'était vraiment un rêve. Parce que, non, c'était un grand rêve parce que moi, quand je grandissais en Haïti, on n'avait pas le droit de parler créole. Si on parlait en créole, je ne sais même pas comment on expliquait. On avait ce qu'on appelle, la punition était qu'il fallait écrire la même ligne 500 fois. Je n'ai pas le droit de... Je ne respecte pas l'école. Enfin, alors, et comme j'étais un peu rebelle dans mon jeune âge, et c'était l'occasion pour moi, waouh, d'enseigner le créole. Alors, arrivé à la Nouvelle-Orléans,
on a l'impression d'être en Haïti avec toutes les couleurs, la culture locale. C'était vraiment une expérience extraordinaire et c'est là, en faisant mes études à Tulane University dans le département du français, où j'ai eu l'occasion de rencontrer un ami écrivain, Axel Jérôme, et il m'a mis en contact quand il a su que je faisais des études et j'intéressais par Haïti, j'étais d'origine haïtienne. Il m'a mis en contact avec Ulrich Jean-Pierre et c'est là, on a commencé à faire des programmes et puis j'ai découvert l'art d'Ulrich et je me rappelle, ça me fait frémir quand je pense la première fois que j'ai vu un de ces tableaux, j'avais l'impression, je voyais l'histoire d'Haïti que je mémorisais en grandissant en Haïti. Quand on se met debout devant, par exemple, une peinture comme Toussaint Louverture, non seulement la taille est très grande, mais on a l'impression de vivre l'histoire d'Haïti. Et là, en enseignant le créole parallèlement, mes étudiants étaient fascinés. J'adorais enseigner le créole. C'était très différent que enseigner le français. Quand on enseigne le français, les étudiants suivent le cours parce qu'ils ont besoin d'une langue. Mais les étudiants qui apprenaient le créole, c'était vraiment, ils avaient un intérêt d'autre. Parfois, bon, c'était des intérêts problématiques. Ils disent qu'ils veulent aller apprendre à propos du vaudou, mais il y avait vraiment des étudiants. Et moi, je voudrais décoloniser un peu leur mentalité, les stéréotypes. J'avais invité Ulrich dans ma classe et on a fait une exposition avec son art à Tulane University. Et c'est là, je commençais à penser, voilà une façon très concrète de montrer une autre image d'Haïti. Parce que les gens sont toujours fascinés, ils disent, ah ouais, je ne m'y attendais pas à voir l'art haïtien comme ça. Quand tu vois Ulrich, quand il peint, on l'appelle Jean-Jacques Louis David haïtien, Jacques Louis David, pardon, haïtien. Mais c'est aussi, bon, je ne pense pas qu'il le trouve comme un compliment, mais c'est aussi une façon de dire, les gens mettent l'art haïtien, l'art naïf, soi-disant ou primitif, comme tu dis, ils ne s'attendent pas à voir un artiste haïtien formé en Haïti, ce genre d'art avec, il y a ses peintures à l'huile, il est très méticuleux et il est vraiment, moi je vois Ulrich, un artiste peintre, mais aussi comme un historien. Je le vois comme un gardien de mémoire parce qu'à travers son travail, on peut remonter à l'histoire, surtout ce qui m'intéresse en tant que quelqu'un qui travaille beaucoup sur la question du genre. Il montre, quand on voit des peintures comme Catherine Flon qu'on vient de voir, il y a aussi Marie-Jeanne ou Anna Kaouna. Ulrich, dans son travail, montre vraiment le rôle primordial et essentiel et incontournable que les femmes ont joué dans l'histoire d'Haïti. Elles n'étaient pas juste des acteurs qui étaient autour, mais elles étaient vraiment bien ancrées dans l'histoire et dans la lutte pour l'indépendance. Alors, à partir de là, je crois que je venais de terminer mes études en 2002 à Tulane. On a eu l'idée, bon, notre idée, en fait, c'était pour préparer pour 2004, le bicentenaire d'Haïti, mais le livre, ça a pris du temps. Le livre est sorti en 2006, mais c'était vraiment pour montrer une autre image d'Haïti, mais à travers l'art. On a eu la chance d'avoir la permission de Michel-Philippe L'Herbout. J'étais allée en Haïti, je l'ai rencontré, on a parlé, on a pu traduire en anglais une partie de son livre. On a eu d'autres collègues historiens comme Philippe Zakaye, que tu connais d'ailleurs, Carlo, Sue Peabody, pour montrer comment non seulement les liens
entre Haïti et la Louisiane, mais aussi les liens entre Haïti et les États-Unis à travers l'art d'Ulrich Jean-Pierre spécifiquement. Et par la suite, bon, j'ai eu d'autres intérêts, mais j'étais toujours intéressée par là. Dans mes cours, j'ai passé beaucoup d'années à enseigner le français comme langue étrangère à des étudiants. J'utilisais l'art, le travail des différents artistes, que ce soit Rosemary Desruisseaux, Tiga, Colette Brésilla, etc., pour montrer la diversité de l'art haïtien. Par exemple, le travail de Colette Brésilla, j'adore comment elle utilise la notion du geisha de la tradition asiatique et plusieurs et dans le contexte haïtien. Et j'adore aussi le travail de Vladimir Civil-Charlier. J'essaie vraiment de trouver des artistes ce sont des artistes qui vont à l'encontre de ces stéréotypes de ce que c'est que, soi-disant, l'art haïtien. Il n'y a pas qu'une seule forme. L'art haïtien est aussi divers que les Haïtiens nous-mêmes. Et c'est ça. Et mon dernier travail, je viens juste de terminer de coéditer avec ma collègue Valérie Orlando un travail sur enseigner Haïti. Et un des chapitres est sur comment enseigner en utilisant l'art et le vaudou. Et c'est aussi une façon de dire l'art n'est pas limité au vaudou. Et parce qu'il y a aussi ce discours problématique où plusieurs chercheurs pensent, et je l'ai même entendu, c'est vraiment catastrophique, et où on pense que, où des chercheurs l'ont dit, c'est pas seulement qu'ils le pensent, que pour parler de l'art haïtien, l'artiste, on ne peut pas parler de l'art haïtien sans parler du vaudou. Et les deux vont ensemble. Et moi, je trouve cet argument très problématique. Un artiste peut être influencé par des églises comme des temples vaudous, mais l'artiste n'est pas obligé d'être ni vaudouisant, ni pratiquant. Il peut être influencé par des différents types de sujets. Et je crois qu'il y a un entretien avec, comment il s'appelle, l'artiste, son père est haïtien, sa mère est portoricaine. Basquiat, voilà. Basquiat a fait ce commentaire quand on parle de primitif dans son travail. Et moi, j'essaie, chaque occasion que j'ai, de démystifier ce que c'est que l'art haïtien. Il y a à peu près 2 ans, à l'Université du Kansas où j'enseignais, on a fait une exposition sur la connexion entre Haïti et la Louisiane. On avait des œuvres dans notre collection à la fac et le travail d'Ulrich, parce que Ulrich Jean-Pierre, il est très influencé par la Louisiane pour montrer les liens. Par exemple, il a une peinture Marie Laveau. Marie Laveau était une prêtresse vaudou de la Nouvelle-Orléans. Il a aussi une carte géographique qui montre comment la taille des États-Unis a plus que doublé après la vente de la Louisiane. Alors, pour moi, pour terminer, ce qui me mène à l'art, c'est toujours pour montrer la complexité de la culture haïtienne. Et j'adore l'art parce que c'est une occasion pour les étudiants d'avoir une conversation très complexe parce qu'ils commencent, ah bon, ça c'est l'art haïtien. J'ai dit, ben ouais, quand on regarde, oui, Rosemary Desruisseaux, et l'art haïtien n'a pas commencé avec Peter DeWitt. Quand je remonte, quand on parle de Pétion, quand on remonte, on parle de Soulouk. Ils sont émerveillés, ah bon? Et c'est ça ma démarche, c'est essayer de démystifier
le vaudou, démystifier l'art haïtien, qu'est-ce que c'est que l'art haïtien, entre guillemets, et de présenter une image beaucoup plus complexe d'Haïti, en gros. Oui, c'est formidable. Et enfin, j'aurais souhaité qu'il y ait des gens de différentes disciplines qui adoptent la même démarche, quoi. Hein, parce qu'on peut le faire avec l'histoire, par exemple, hein, en enseignant l'histoire. On peut le faire, par exemple, en posant la problématique de la migration, hein, voilà, ouais. etc. Donc, et ça serait intéressant ça, c'est pas la vraie couverture. Je pense que là, c'est un truc que les gens ont mis sur Internet, mais c'est pas la vraie couverture. Je vais voir si j'ai le vrai ouvrage. Alors, oui, alors, la vraie couverture, c'est ça. Ah. Ouais. Ah, ouais. Souffrance et espoir de peuple. Ouais, je me rappelle. Ouais. Même le sous-titre, ouais. Oui. Donc, non, mais non, mais je trouve ça formidable, hein. Il faudrait encourager les collègues aux États-Unis à adopter cette démarche, quoi. Parce qu'effectivement, c'est enrichissant, c'est complexe. Par exemple, on fait de la littérature, mais en même temps, on apprend autre chose, et puis de manière vraiment singulière, complexe, etc. Non, ça serait intéressant d'encourager les autres collègues à faire autant, quoi. Les anthropologues, etc. Hein, Alessandra? On On t'entend pas? t'entend pas. Oh, vous m'entendez? Ah oui. Oui. Oui, là, ça va, oui. Je vais faire le pont avec quelque chose que vous venez tous les deux d'invoquer. Et au fait, c'est la façon dans laquelle je suis rentrée en contact avec vous, Carlo. C'est c'est une sorte de remaniement de cette notion de primitif dans l'art haïtien. Dont Kayama Glover a fait la traduction d'un article que vous avez écrit pour The Haiti Exception. Est-ce que ça vous intéresserait, si vous vous rappelez de votre article d'il y a quelques années, de faire un peu un résumé de cet argument que vous aviez, que j'ai trouvé très intéressant? Ah ben, il aurait fallu que je relise l'article. Hein. Mais alors, ben, je pense que, enfin, j'essaie de me rappeler un peu parce que bon, j'ai quand même quelques trucs en tête. L'idée, c'est parce que dans cet article, il y avait quand même pas mal de choses. En fait, la question centrale, il me semble, c'est la question du primitivisme. Hein, autant que je me souvienne. Le primitivisme, bon, pour aller vite, disons, c'est un regard, disons, hiérarchisant sur l'autre. Hein. On considère l'autre comme, disons, l'enfance de l'humanité. La culture de l'autre, c'est la culture première, etc. Et une culture qu'on voudrait valoriser, mais de manière hiérarchique, c'est-à-dire on regarde surplombant sur l'autre. Bon. Et le problème, c'est que en analysant cette question du primitivisme, on se rend compte que, bon, d'ailleurs, ce n'est pas uniquement, disons, sur Haïti que le primitivisme est projeté, n'est-ce pas? C'est au cœur même de la tradition des beaux-arts parce que l'hégémonie des beaux-arts donne les beaux-arts comme l'art par excellence, l'art civilisé, etc., etc., et que toute autre forme de création est, bon, soit du non-art, soit du primitif, soit de l'archaïque, etc., etc. Bon. Or, il y a une reformulation
hein, de l'idéologie primitiviste, disons à partir de la deuxième moitié, disons vers la fin du 19e siècle en Europe. Et cette reformulation du primitivisme qui est très liée à un certain développement de l'anthropologie, et cette reformulation-là est au cœur de ce de ce qu'on va appeler l'art moderne en Europe. Hein. C'est le regard primitiviste posé, je ne sais pas, par Picasso, par Vlaminck, etc., sur d'autres formes de création qui va produire ce bouleversement dans la production d'une certaine forme de création, c'est-à-dire dans la remise en question, on va dire, de certains principes issus de la Renaissance. Mais on reste toujours dans le cadre des beaux-arts, hein, c'est-à-dire c'est une tradition qui connaît une dynamique interne et qui se remet en question et qui essaie de se reformuler, de se reconstituer. Bon, donc, le primitivisme, donc, est au cœur de la tradition moderne. Mais le primitivisme, c'est une conception, on va dire, très large, parce qu'il inclut les formes de création non européennes, comme les arts d'Afrique et d'Océanie, etc. Mais dans ce primitivisme, on inclut aussi l'art des enfants, on inclut l'art des gens, des malades mentaux, on inclut aussi des formes de création en Europe même, par exemple des paysans, des formes de création qui ne relèvent pas, on va dire, de la tradition académique des beaux-arts ou bien qui sont des avatars de la tradition académique des beaux-arts, etc., etc. Et dans ce complexe-là, on va faire la promotion, non seulement de ces différentes formes de création dont j'ai parlé, on va faire la promotion aussi de gens qui ont certaines aspirations à pratiquer les beaux-arts sans être passés par l'académie. Hein? Et c'est ça qui va être à la base de l'invention en Europe même du courant que l'on appelle le courant d'art naïf. Donc, je fais une distinction entre primitif et art naïf. Parce que dans le complexe primitiviste, donc l'idéologie englobante, on va dire de l'art traditionnel, entre guillemets, et d'Afrique, on dit que ça va être un art primitif. C'est un élément du primitivisme. Un autre élément du primitivisme, c'est cette forme de création de gens, par exemple, en Europe ou dans d'autres sociétés, qui voudraient faire les beaux-arts, mais qui ne sont pas passés par l'Académie des beaux-arts et qui vont faire un art que l'on appelle naïf. Tout cela participe du complexe primitiviste. Hein? Le primitivisme, en tant qu'idéologie, en tant que pensée, en tant que, etc., englobe tout ça. Donc, si le primitivisme est on va dire, ce moteur qui a rendu possible l'émergence de l'art naïf et la promotion de cet art naïf en Europe même, il n'y a aucune raison maintenant de continuer à promouvoir la dichotomie art naïf, art moderne. En fait, la dichotomie, c'est quoi? C'est comme si le discours de la modernité sur elle-même exclut de la modernité une altérité que la modernité a créée elle-même. C'est-à-dire que c'est le discours de la modernité par le primitivisme qui a rendu possible l'émergence de l'art naïf, mais ce discours moderniste va dire non, non, ce sont les autres, moi je suis moderne, mais c'est la modernité même qui a rendu la chose. Donc, pour comprendre cette question, il faut prendre la modernité dans ses différentes mouvances, c'est-à-dire le discours et ce que le discours produit comme phénomène. C'est-à-dire qu'il faut prendre tout en même temps. Donc, lorsqu'on transpose ça dans le cas d'Haïti, lorsqu'on analyse comment le courant naïf a émergé en Haïti,
on voit très bien qu'on est dans la même logique. D'ailleurs, ce sont des figures de la modernité artistique telle que cette modernité s'est développée en Europe et s'est diffusée dans les sociétés de l'Amérique, ce sont des figures de cette modernité-là qui vont être au fondement de la promotion de ce qu'on va appeler l'art naïf en Haïti. Et c'est sur les bases du discours valorisant qui s'appuie sur le primitivisme qu'on va faire la promotion de ce type de création. Et donc, de ce point de vue, lorsque ça va émerger en Haïti, ça va tout simplement introduire une nouvelle séquence dans ce que l'on peut appeler, disons, les préoccupations modernistes en Haïti qui ont commencé dans les années 30 avec les artistes indigénistes. Le problème, c'est que comme les gens, si on prend un André Breton, par exemple, qui ont participé à la promotion de cet art, ont exclu de l'explication qu'il faut donner à l'émergence, enfin, la manière d'expliquer l'émergence de ça. Ils ont exclu leur propre, leur propre impact. Ils ont exclu le fait que tout ça a émergé dans les interactions qu'ils ont eues avec les gens. Ils ont exclu tout ça. Hein, une sorte de déni de co-temporalité, comme dit Fabienne. Donc, le discours va faire comprendre que, bon, ce qui advient en Haïti, c'est ce qu'il y a de plus pur, c'est ce qu'il y a de plus innocent. On est dans le primitif, ça c'est le discours pur primitiviste. C'est ce qu'il y a de plus innocent, c'est ce qu'il y a de plus haïtien, hein, c'est ce qu'il y a de plus haïtien parce que on va dire que c'est lié au vaudou et bien évidemment tout le monde va parler non seulement du vaudou, mais de rapport à l'Afrique. Il y a des gens qui disent que c'est un art néo-africain. On parle d'atavisme africain. La question raciale rentre en ligne de compte parce que dans le discours primitiviste, l'Afrique est justement le repère du primitivisme. C'est des primitifs, etc., etc., etc. Donc, lorsqu'on fait cela, on exclut tout un ensemble de choses. C'est pour ça les principaux promoteurs de ce art, dans un premier temps, excluent toute historicité. C'est-à-dire, ils refusent de voir ce qui a été fait auparavant, y compris les artistes des années 30 qui ont participé à l'aventure du Centre d'art. Au mieux, on les marginalise en disant qu'ils ne font pas d'art haïtien, sous prétexte que l'haïtianité ne peut être exprimée que par une catégorie sociale, que par un type de création, que par une écriture picturale, alors que cette forme d'écriture picturale, on vient de le dire, n'est pas spécifique à Haïti. Bien évidemment, dans toute société, dès lors que les choses se diffusent, etc., bon, il y a il y a la patte des gens du cru, mais le mouvement en tant que tel, c'est un mouvement mondial, le mouvement d'art naïf, et qui relève donc justement du primitivisme, qui est au cœur des mouvances de la modernité artistique occidentale. Hein. Et donc, il y a cet aspect-là, mais il y a un autre aspect qu'il ne faut pas, il y a plusieurs autres aspects qu'il ne faut pas négliger. Il y a des gens qui disent que, par exemple, bon, c'est une affaire mercantile, c'est-à-dire c'est un projet mercantile, etc., qui est à la base de tout ça. Bon, on va trop vite en besogne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs séquences. La première séquence n'est pas une séquence marchande. La première séquence est purement une séquence, on va dire, esthétique, c'est-à-dire c'est la rencontre j'ai l'habitude de dire la rencontre d'un regard et d'une œuvre qui a produit tout ça. C'est que au moment où le centre d'art est créé, il est dit qu'on va faire des échanges avec des gens d'ici et d'ailleurs. Et on a décidé de faire venir une exposition qui vient de se tenir aux États-Unis au centre, une exposition d'art cubain. Et le commissaire d'art cubain va découvrir l'œuvre
enfin un tableau de Philomé Aubin, un tableau qu'il avait envoyé lorsqu'il a appris la nouvelle de l'ouverture du centre. Et c'est lui, justement, qui est pétri, on va dire, des idéaux, enfin, de l'idéologie moderniste, etc., qui a posé le regard, disons, instaurateur sur l'œuvre de Aubin en disant, bon, c'est un tableau qu'on peut valoriser. D'ailleurs, il avait écrit dans un texte bien avant d'arriver en Haïti qu'il y a ces formes de création à Cuba et dans toute l'Amérique latine et qu'on refuse de les promouvoir. Or, lui connaissait très bien les différentes tendances de l'art moderne européen. Il était dans la valorisation de ces formes-là, dans la logique du primitivisme. Et donc, c'est lui qui va dire, écoutez, cette forme de création, on peut la valoriser. Et tout a commencé par là. Ce n'est que, on va dire, par la suite que la question, on va dire, mercantile va se poser lorsque le mouvement commence à prendre de l'ampleur. Et effectivement, le marché, particulièrement le marché états-unien, va constituer une sorte de moteur de cette production, au point où on va y avoir une sorte de massification de la production dans les années 70, etc., etc. Bon, ça c'est un aspect. Mais il y a un autre aspect qui, à mon sens, est beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, mais quand même fondamental. Et c'est que même si c'est un regard extérieur, n'est-ce pas? Et même si c'est un regard hiérarchisant, un regard primitiviste, mais ce regard-là et advient dans un contexte particulier, le contexte sociopolitique haïtien. Ça a des effets dans la société. Ça bouleverse même un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui est complètement très hiérarchisée. À l'époque, jusqu'à présent, il y a une élite minoritaire, etc., etc. Les espaces de formation, on va dire formels, c'est des espaces très verrouillés, etc. Et on remarquait que dans cette forme de création, qu'est-ce qui se passe? Au moment où le centre donnait des formations, des cours, les types qui étaient là se considéraient comme des apprentis artistes, les artistes dits modernes, ils se considéraient comme des apprentis, ils venaient pour apprendre aussi. Et voilà que ce type d'art, on a dit, on n'a pas besoin d'une formation académique, on n'a pas besoin d'une formation. Donc, on valorise la compétence ou bien les compétences alternatives de gens de peu, de gens qui n'étaient pas valorisés dans la société. Donc, qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Eh bien, ces personnes-là vont s'engouffrer dans la brèche. Et ça va avoir une conséquence énorme. La conséquence est idéologique, la conséquence, elle est économique, la conséquence, elle est sociale, elle est même politique. Pourquoi? Parce que voilà des catégories sociales, des gens qui n'étaient pas, disons, on va dire, valorisés, etc., etc., tout à coup, vont pouvoir produire des objets qui peuvent vendre, donc ils peuvent vivre de ça. Ils sont valorisés par ça, parce qu'ils sont dans les ouvrages, etc. On vient les voir, et ils sont dans d'autres formes d'interaction sociale, etc., etc. Bon, un exemple très simple, un type qui était garçon de cour chez monsieur ou madame Intel, et tout à coup, il devient artiste, et voilà qu'il vit de ça. Normalement, il se sent valorisé par rapport au regard qu'on portait sur lui en tant que garçon de cour. C'est-à-dire que maintenant, il fréquente un certain milieu, il expose, on parle de lui, etc. Donc, ça produit comment dire, il sent qu'il est en ascension sociale. Et de fait, ça va
ça va bouleverser les habitudes d'une certaine élite haïtienne au point où cette élite, ou bien même ces élites, ont boudé cette création dans un premier temps. Premièrement, ils ont boudé ce qui a été fait comme décor mural à la cathédrale de Port-au-Prince. Ils n'achetaient pas les œuvres, etc., etc. C'est seulement lorsque le marché international va acheter ces œuvres, etc., etc., et qu'ils vont commencer eux aussi à en acheter. Donc, ça a eu des répercussions idéologiques, ça a eu des répercussions sur les échelles de valeur dans la société, etc., etc. Bon, mais autre chose encore, c'est que ça va produire, comment dire, ça va produire un effet aussi sur les autres artistes, parce qu'ils sont maintenant dans une situation d'émulation. Ils sont aussi, comment dire, ils doivent s'organiser, ils doivent se renforcer, ils doivent, etc., etc. Donc, du coup, ils sont obligés maintenant de faire face à cette concurrence. Et ça va diversifier l'espace de création. Bien évidemment, bon, il y a les effets des galeries qui vont prendre naissance, etc. Il y a les débats sur les discours. Enfin, maintenant, comment dire, le discours sur la production plastique va se densifier, va se massifier aussi, etc., etc. Les travaux, les recherches vont se développer, etc. Donc, c'est une véritable, comment dire, c'est un bouleversement, on va dire, considérable. C'est un bouleversement considérable. Donc, deux choses. Premièrement, le primitivisme, qui est au fondement de la chose, au regard hiérarchisant, mais la manière dont ça a eu ses répercussions sur place, ce que ça a produit dans la société, etc. Mais il y a aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aspects dans l'affaire, beaucoup d'aspects. L'autre aspect, c'est la manière dont les artistes, ou bien les principaux artistes, les plus forts, les artistes les plus, comment dire, les plus solides, comment ces artistes-là ont joué de ça. Hein? Si on prend un type comme Hector Hippolyte, ça veut dire Hector Hippolyte a passé son temps, disons, on va dire, à prendre ce discours primitiviste qui est projeté sur lui et à le renverser, à introduire de l'ambiguïté, à introduire de l'humour, à introduire de la remise en question, tout ce qu'on n'a pas su voir. Et c'est à travers ça qu'il a pu faire un certain nombre de choses. De telle sorte que la légende qu'on va construire sur lui, ça va être une légende qui va rester à un certain niveau, sans prendre en compte toute l'ambiguïté, toute la remise en question que Hector Hippolyte lui-même a introduit dans cette affaire. Pour dire que finalement, l'affaire est très complexe et on n'a pas fini de l'étudier. Et tout cela participe de cette nécessité d'aller au-delà du discours, on va dire, du discours schématique, du discours qui circule dans le sens commun sur ces questions-là. Bon, sans oublier bien évidemment la manière dont certaines galeries, bon, il y a des gens qui sont devenus riches dans cette affaire-là, la manière dont certaines galeries se sont appropriées l'affaire et ont orienté la production dans une forme de massification, on va dire. Il y a tout un pan de la production qui relève, comment dire, c'est comme quelque chose qui s'affole. Hein? Ouais. Mais en réalité, c'est pas, encore une fois, c'est pas spécifique à Haïti. C'est-à-dire, il y a, par exemple, si on prend au XVIIIe siècle, lorsque l'Europe découvre la porcelaine, chinoise, c'est pareil. C'est-à-dire que dès lors que le marché s'intéresse à des formes de production, ça produit, disons, les choses, etc. Mais là, à ce moment-là, il va falloir faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, et sans pour autant rejeter les différentes formes de création. Non, il faut les analyser, comprendre ce qui se passe, etc., etc. Pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, etc., etc. Et... Carlo? Oui. Oui, je pense qu'on arrive un peu vers la fin
Parce que oui, je parle trop. Hein. Mais ce que j'aimerais peut-être terminer sur cette idée de... Parce que je pense que dans les discussions qui vont suivre, l'une des choses que Cécile voulait faire, c'était aussi parler du marché. Donc, c'est oui. le pont parfait entre ce moment qui, pour beaucoup d'historiens aux États-Unis, constitue le début. Et je pense que ce que vous faites avec le rebours, c'est de remanier cette idée du début. Et donc, je pense que ça va être un peu la discussion qui aura lieu le 5 octobre. Il y aura 2 discussions. Et puis, je voulais aussi mettre l'emphase sur le fait qu'avec Cécile, nous sommes en train de traduire votre travail en anglais pour que le lectorat anglophone aura plus d'accès. Et aussi, peut-être des derniers mots pourront être exprimés par Cécile. Oui. Non, bon, merci Carlo pour cette conversation très enrichissante. J'ai beaucoup appris. Je crois que tu as mis les points sur les i en disant que quand on pense à l'art, on doit le contextualiser vraiment des perspectives différentes, que ce soit politique, économique, sociale, historique et aussi quand on pense à la question de la classe, qui est, on ne peut pas parler d'Haïti sans parler de cette question de classe qui est incontournable dans la culture haïtienne. Alors, je crois que je vais finir en appuyant ou en mettant l'accent sur ce que Alexandra a dit, que notre but, c'est pour, cette conversation est juste un début pour élargir les champs et pour essayer de notre manière de petit à petit décoloniser l'espace de l'art haïtien en dehors d'Haïti et pour ouvrir le débat et pour faire comprendre aux gens qu'il y a des spécialistes, des chercheurs comme toi, comme Michel-Philippe L'Herbout et d'autres jeunes chercheurs en Haïti. Et il faut avoir ces conversations et je crois que ça doit te faire pas comme, voilà, les Européens, les Blancs, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui nous disent comment on doit concevoir l'art haïtien, mais d'avoir des Haïtiens qui sont en contact avec des Haïtiens en Haïti. Je sais que tu es très branché, tu m'envoies des informations de ce qui se passe en Haïti et pour avoir des dialogues, pas des monologues ou des monologues coloniaux où on nous dit voilà comment on doit voir l'art haïtien. Et nous, en tant que chercheurs, que ce soit des chercheurs en Haïti ou dans la diaspora, je crois qu'on devrait utiliser l'art dans le domaine éducatif de façon plus large pour montrer à nos étudiants, que ce soit en Haïti ou ailleurs, voilà la richesse du pays. Haïti reste, quand on pense à l'art haïtien, on pense à la richesse d'Haïti. Et l'art est un moyen d'avoir cette conversation, de montrer cette richesse. Voilà. Merci. Merci à toi aussi. Merci